Bonjour Bernard, Bonjour. merci de m'accueillir dans vos bureaux pour ces interviews inspirantes d'impulsion gagnante. Donc l'idée c'est de partager un petit peu ensemble votre parcours et puis surtout un petit peu tout ce qui peut inspirer des gens qui arrivent sur le marché du travail ou des gens qui sont en transition professionnelle, des gens qui auraient envie de passer à l'entrepreneuriat, mais voilà, connaître un petit peu vos valeurs par rapport à tout ça, ce qui vous inspire dans la vie, ce que vous aimez. Je suis sûre que vous avez plein de choses à nous raconter. Donc peut-être on va commencer par le début. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, dire un petit peu qui vous êtes? Bien, écoutez, je crois que vous avez donné mon nom, Bernard Aget. Je suis en effet chef d'entreprise d'une société qui s'appelle Athémation, dans laquelle nous nous trouvons. Je suis ingénieur de formation. J'ai triplé cette formation d'abord par un MBA que j'ai eu la chance de suivre aux États-Unis, à Chicago, et d'un DESS de gestion financière à la Sorbonne, université bien connue, comme chacun sait. Je ne m'étais pas spécifiquement destiné à la création d'entreprise. J'étais heureux, je dirais, dans une grande entreprise, ou dans plusieurs grandes entreprises qui m'ont hébergé, qui m'ont donné des chances successives dont j'ai profité. Sur des secteurs différents? Sur des secteurs différents, ce qui m'a donné vraiment l'impression, effectivement, de vivre une expérience professionnelle particulièrement riche, diversifiée, et qui apportait à titre personnel en tout cas beaucoup. Ce sont, pour tout dire, mes collaborateurs qui sont venus à moi un jour, à l'issue d'une tournée harassante aux quatre coins du pays, qui au bout d'une semaine sont venus s'adresser à moi pour me dire pourquoi on ne ferait pas tout cela pour nous-mêmes. D'accord, créer notre propre structure. Voilà, notre propre structure. Donc nous sommes partis en fait d'une expérience réussie, mais hébergée dans un groupe. D'accord. Et puis nous avons ramassé ce que nous avions d'argent personnel. On appelait ça du doux nom d'épargne de proximité. Je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. D'accord. Mais c'était utile quand même. C'était utile quand même. J'ai dû vendre mon bateau, d'autres ont emprunté à leur famille, etc. Et fort de ce petit pécule, je dirais, on a créé Athémation en décembre 90. D'accord. Donc 27 ans déjà. 27 ans déjà. Quand on disait il n'y a pas si longtemps tout le monde aura un ordinateur à la maison, c'était presque un rêve. Quand on dit aujourd'hui que chaque équipement que nous touchons, une machine à laver, une cocotte minute, elle est équipée d'un microprocesseur lequel est interconnecté avec autre chose, etc. Aujourd'hui c'est une réalité, mais on en parlait déjà il y a très longtemps, mais ce n'était pas réalisable. Donc tout ça fait que on surfe en permanence sur cette technologie. On essaye d'adresser, ou de ne pas faire d'ailleurs, il m'est arrivé de ne pas aller vers des secteurs nouveaux, parce qu'ils demandaient, je dirais, des moyens très importants, soit que nous n'avions pas, soit qui étaient à grand risque. Il ne s'agit pas de mettre en danger une structure qui fonctionne en ayant sans arrêt, je dirais, des appels d'air de nouveaux secteurs. Il faut savoir de se modérer et il faut savoir, je dirais, connaître ses limites. Je ne dis pas qu'on a toujours su, mais jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas fait de faux pas en ayant entraîné la disparition de l'entreprise, évidemment. Parce que vous êtes donc PDG d'Athémation. Athémation, pardon. Donc c'est vrai que pour vous, c'est une gestion qui est à risque. Il faut savoir prendre des risques mesurés. C'est quelque chose qui pour vous, j'allais dire, est inné, ou c'est quelque chose que vous avez développé, cette prise de risque? Je crois qu'il faut clairement dire aux hommes et aux femmes qui veulent se lancer dans leur propre affaire que quand on est dans une entreprise, et en particulier une entreprise qui a un nom, c'est l'entreprise que l'on vend, c'est pas soi. Lorsqu'on est sa propre entreprise, c'est soi qu'on va vendre. Et c'est une toute autre affaire. On ne vous achètera pas vous parce que c'est vous. Et parce que vous avez vendu un jour une entreprise qui vous a hébergé. Donc c'est un pas très important qu'il faut faire dans de bonnes conditions. Maintenant, pour ce qui est du risque, il est clair que être dirigeant d'entreprise, être je dirais collaborateur dans une entreprise, chef de service dans une entreprise, travailler avec l'argent des autres, ce n'est pas du tout la même chose que de travailler avec son argent.
Voilà, parce que il n'y a pas de cadeau, Ah bah. parce que, je dirais, les faux pas sont guettés particulièrement, et on ne laissera pas, je dirais, une troisième chance. Bon, je refuse de dire qu'on ne vous laisse pas une deuxième chance, les choses ont un petit peu bougé quand même en France, mais si vous vous plantez 2 fois, vous n'aurez pas de troisième fois. C'est pour ça qu'au fil des ans, j'ai eu à créer 4 autres structures. Il y a 5 structures qui sont hébergées ici. D'accord. Qui ont des pas rôles mettre et les des pieds, missions voilà, c'est pas différentes. mettre tous les pieds dans le même sabot, j'allais dire. Enfin, tous les C'est œufs dans un le même peu ça. panier. C'est un peu ça. Et puis je vais vous dire, raconter une anecdote. Cette société, au bout de 5-6 ans d'existence, a eu affaire à un procès qui a failli l'engloutir. Un procès sur un problème de nom. On avait choisi l'athémation est un nom qui dérangeait quelqu'un d'autre. D'accord. Je ne cite pas le quelqu'un d'autre. On a été attaqué, on pensait être défendu, pas du tout, on a été condamné. D'accord. On a été condamné, tenez-vous bien, à verser à peu près le 1/3 de notre chiffre d'affaires. Ouais, Donc, ce qui, pour beaucoup d'entreprises, aurait signifié la fin. Nous avons payé. Nous avons pu payer, heureusement, négocier un petit peu cette somme et pu payer. Et pendant 6 mois, cette entreprise s'est vue obligée de payer par chèque, comptant. Du jour au lendemain, nous n'avions plus de ligne de crédit chez tous nos fournisseurs, quels qu'ils soient. Ah oui. C'était instantané, du jour au lendemain. Et ça s'est passé en vacances au mois d'août. Oui. J'avais déjà créé une deuxième structure qui, elle, représentait même pas, je ne sais pas, 20% de notre chiffre d'affaires, qui était toute petite. Elle avait des lignes de crédit pléthoriques. On est passé par elle pour continuer d'acheter et de payer. Donc, heureusement que vous aviez ça. Avec des mois, effectivement, de conditions de paiement. Donc c'est pour dire, mais ça c'était il y a 15 ans, j'espère que les choses, j'en ai pas conscience aujourd'hui parce qu'au bout de 27 ans, on vous fait confiance très naturellement. Il faut arriver jusque-là, nous y sommes, mais je ne sais pas aujourd'hui si on vous fait facilement ou pas des conditions, je ne crois pas, mais c'est possible. Mais il est vrai qu'il fut un temps, c'était très difficile de ce point de vue-là. Quand on a créé cette société, et j'insiste aussi, le projet existait, on l'avait matérialisé déjà dans une vie antérieure. D'accord. On n'est pas parti sur un modèle monté de toutes pièces. C'est des choses qui sont très difficilement réalisables avec succès dans un pays comme la France, où les clients n'essayent pas. On n'a pas un esprit, je dirais, dans l'industrie, nous servons l'industrie, de pionnier, allez on va acheter, on va essayer, ça ne marche pas, tant pis. On a plutôt tendance en France, c'est la mentalité, je vais voir si le voisin a essayé et a essayé avec succès, et puis moi à ce moment-là je vais essayer. Donc on est quand même pénalisé de ce point de vue-là, contrairement aux anglo-saxons. Les anglo-saxons, ils ont un budget pour essayer. Voilà, nous, chez nous, il n'y a pas de budget pour essayer. Je crois que c'est moins, malheureusement, de plus en plus vrai avec les budgets extrêmement serrés. Et donc, ça a été difficile pour nous, effectivement, de démarrer. Et de toute façon, quand vous créez, il ne faut pas vous attendre à... Il faut pédaler très vite, diviser par 3 ou 4 son salaire. Et pendant des années, on a eu des salaires particulièrement réduits, ce qui nous a valu quelques difficultés dans la vie au quotidien, évidemment. On dit d'ailleurs que souvent, les 5 premières années d'une entreprise, quelle qu'elle soit, sont quand même les 5 les plus dures. Je ne dis pas que les autres sont plus faciles, mais en tout cas, les 5 premières années. Vous avez, dans les 5 premières années, une sorte d'observation à la lunette des opérateurs extérieurs. Donc, on ne vous rate pas. Voilà. Mais dès que vous passez ce cap-là, qui est entre 3, 5 ans, 6 ans, enfin, il n'y a pas de chiffre très exact, effectivement, on en arrive à la situation dans laquelle je suis et qui est un vrai confort, c'est que je ne donne aucune information à mes banquiers, si ce n'est une fois par an. Je réponds à aucune de leurs questions intermédiaires. Et voilà, et je leur dis que ça ne va pas aller, cette année ne va pas être bonne. Et puis ils me font confiance, ça va être bon, ils me font confiance. Il faut en arriver là, il faut faire ce que l'on dit. Alors c'est sûr, c'est pas toujours facile, il y a tellement d'inconnus, mais c'est très important. Cette société, en 27 ans, a perdu 3 fois de l'argent en 27 ans. L'entreprise, dès le départ, elle s'est ouverte sur l'international. Alors, bon an, mal an, notre chiffre à l'export était entre 30 et 50%, suivant les années. Mais dès le départ. Alors, on n'exporte pas... C'était un peu obligatoire disons que nos produits sont des produits, d'abord venant d'un peu partout, principalement Silicon Valley, Taïwan, Israël, un petit peu l'Allemagne. Peu de France, parce que malheureusement, il faut savoir qu'en France, on a
On a complètement démissionné en matière de calculateurs. On ne fait pas de calculateurs en France, sauf à faire des calculateurs pour des sous-marins nucléaires ou des centrales nucléaires. Donc c'est pas pour tout le monde ce genre de choses, pour des appareils un peu sophistiqués. Voilà, donc on travaille avec ces labos. Et nous avons chez nous des collaborateurs qui travaillent avec ces laborantins, si je puis dire. On a une station de développement ici qui est en fait une station de co-développement. On va adapter un produit développé pour un marché donné aux besoins des industriels français. Voilà, c'est une vraie équipe, quoi. C'est notre métier. Alors vous parliez effectivement de soutien, d'appui, d'accompagnement. Il vient surtout de ces entreprises d'élite avec lesquelles nous travaillons, puisque ces entreprises d'élite développent, produisent des équipements qui vont aller vers des applications extrêmement sophistiquées. Les enjeux, quand on achète un produit qui coûte 1 000 euros ou 2 000 euros ou 5 000 euros, derrière, il est connecté à des équipements de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc les enjeux sont quand même très importants. 27 ans plus tard, les groupes Safran, Thales, Airbus Industrie, etc., nous font confiance parce qu'ils savent qu'on va leur proposer des choses qui durablement vont leur rendre le service demandé. Voilà. Et puis surtout, il y a un travail de mes ingénieurs avec leurs ingénieurs. Souvent, leurs ingénieurs ont une idée de ce qu'il convient de faire, mais ne savent pas véritablement, matériellement, comment le réaliser. Donc nous sommes là pour dire, nous savons comment faire ce que vous voulez faire. Après, il faut mettre au point, etc. Ça, c'est notre destin. Notre destin, c'est où on prend pas. Mais si on prend, il faut savoir que ce n'est pas pour l'éternité. C'est pour ça qu'il faut être prêt à proposer autre chose. Constamment, du coup, donc c'est un peu épuisant quelquefois. D'accord. Quelles sont les valeurs que vous voulez faire passer dans votre entreprise? Qu'est-ce qui est important pour vous finalement en termes d'humain, j'allais dire, dans votre entreprise? J'ai une culture grande entreprise, puisque je l'ai dit tout à l'heure, je viens de plusieurs grands groupes. Je travaille chez Intel, je travaille chez IBM, donc des petites entreprises comme chacun sait. Et je travaille aussi dans le pharmaceutique chez Bristol Myers Squibb. Ce sont tous ces gens qui m'ont appris finalement un certain nombre de choses avant de créer Athémation. J'étais déjà porteur d'un certain nombre de valeurs qui sont souvent des valeurs qu'on prend dans les grandes entreprises, en tout cas qui sont matérialisées, qui sont martelées, répétées, ce qui n'est pas le cas de la petite entreprise, en tout cas pas affiché. Donc quand on a créé Athémation, très vite j'ai affiché mes valeurs. C'est-à-dire nous avons une charte d'entreprise. Je ne sais pas combien il y a de PME en France qui ont des chartes d'entreprise. Donc ma charte, je l'ai signée en 92, elle est toujours vraie. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette charte? Elle dit clairement que l'objectif d'une entreprise c'est de faire du profit. Elle dit clairement que l'objectif d'une entreprise c'est de faire en sorte que ses collaborateurs et collaboratrices s'y trouvent bien et envisagent un avenir à ses côtés et dans l'entreprise, à ses côtés dans l'entreprise. Et elle dit aussi qu'il faut que l'entreprise puisse réinvestir pour que demain elle soit encore là et qu'elle puisse continuer de poursuivre son chemin. Donc si vous voulez, toutes ces valeurs-là, d'humanité, d'humanisme, d'éthique, sont des valeurs qui, en mon sens, devraient être celles de toutes les entreprises, pas spécifiques à un chef d'entreprise particulier. Et je dirais que, très grossièrement, nous appliquons cela, parce qu'il ne suffit pas seulement de l'afficher. C'est pour ça que très tôt, nous avons été certifiés ISO 9000, ça fait maintenant 16 ans. Et tenez-vous bien, nous avons été certifiés ISO 9001 pratiquement avant l'ensemble des entreprises de Vélizy, etc., de la région. Alors vous allez me dire comment un petit peut faire avant que les grands. Tout simplement parce que les grands avaient leur charte leur système qualité, on a le droit d'avoir son système qualité, et ils ont basculé sous 9001 pour être international. Après quoi. Voilà, après. Donc voilà. Et ensuite on a été parmi les premiers, si ce n'est les premiers, à être 14001. Donc aujourd'hui, nous migrons vers la version 9001, 14001 2015, qui est tout à fait la dernière mouture, en y adjoignant justement ces notions de RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Et je crois vraiment qu'il y a un rôle majeur de l'entreprise au sein de la collectivité dans laquelle il se trouve, au même titre que le chef d'entreprise a un rôle majeur, je dirais, de relations privilégiées avec, je dirais, tout le monde qui l'environne, que ce soit la ville, que ce soit les académies, donc l'enseignement, que ce soit enseignement général ou supérieur, que ce soit les institutions, chambres de commerce, etc. Tout ça est tout à fait essentiel. L'entreprise n'est pas isolée, elle pourrait l'être, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Alors justement, pour revenir là-dessus, j'ai vu en lisant un petit peu sur votre site internet que vous aviez des postes à responsabilité dans l'univers professionnel et universitaire. Alors ça m'a interpellée quelque part parce que moi je m'intéresse beaucoup en tant que coach aux générations qui arrivent derrière nous, qui vont rentrer sur le marché du travail. Je fais énormément d'interventions dans des collèges ou des lycées pour expliquer un petit peu aussi ce que c'est que le monde du travail et puis le potentiel qu'ils ont en eux, qui ne se croient pas tous des idiots ou qui se rabaissent. Et l'idée derrière ça, ma question, c'était plus de se dire, quel est votre rôle, vous, à ce niveau-là, par rapport à ce côté universitaire? Est-ce que vous jouez un rôle par rapport à ce qui arrive derrière nous? Alors, je vais vous faire une autre confidence. Lorsque mes collaborateurs sont venus me proposer de travailler pour nous-mêmes, si je peux dire, je leur ai dit que, ayant fait à l'époque la quasi-totalité de mon parcours professionnel au sein de grands groupes, que je souhaitais, en tant que chef d'entreprise dans une PME, PMI, puisque nous sommes l'industrie, pouvoir avoir une part non négligeable de mon temps à l'extérieur, c'est-à-dire un engagement en chambre de commerce, un engagement patronal, puisque j'ai présidé le département, le MEDEF départemental à Versailles, et ceci m'a amené effectivement à prendre des engagements qui sont allés bien au-delà, à savoir, j'ai eu la chance de présider une école d'ingénieurs, j'ai eu la chance, je suis toujours administrateur de l'IUT de Cachan, je suis administrateur du Technion, qui est l'université israélienne de Haïfa. Donc effectivement, il y a de l'enseignement supérieur. C'est important pour vous ce partage, j'allais dire, d'informations, ce partage, savoir. Mais aussi la perception, on va dire, nouvelle des générations qui viennent. C'est ça, c'est un échange. C'est un échange. Qu'est-ce que j'en fais? C'est difficile de dire ce que j'en fais. Mais me sentir un peu dans le coup, c'est peut-être essentiel. Donc c'est passer, vous, votre savoir et votre expertise, votre expérience, et puis à l'inverse, c'est prendre toute cette compétence des jeunes qui, eux, ont un regard différent sur la technologie. Et qui me paraissent souvent très surprenants, je vous avoue. Comme dans le bon sens ou dans je ne me prononcerai pas. J'ai dû être surprenant aussi lorsque j'étais jeune, un peu plus jeune, vis-à-vis de ceux qui m'ont précédé. Il faudra leur demander si c'était dans le bon sens ou le mauvais sens. Mais ça montre qu'effectivement, les évolutions sont de plus en plus rapides, ça on le sait. Les réseaux sociaux ont un impact considérable. À n'importe quelle question, très vite, on va sur son smartphone. Alors moi, je deviens ancien, si je puis dire, et je me demande comment ils vont faire, parce qu'en fait, ce qu'on apprend dans l'école d'ingénieur, c'est à apprendre. On apprend à apprendre. Et nos profs répétaient souvent en disant, il ne faut pas vous laisser porter par la machine, je simplifie, une calculatrice qui vous donne un résultat, un instrument qui vous donne un résultat. Il faut être capable d'apprécier si on est bien dans les clous, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vraisemblance. Je me dis que la manière d'apprendre des jeunes d'aujourd'hui, comment vont-ils apprécier la vraisemblance? La machine leur dit 15, ils s'attendaient à trouver 15, à 100 ou à 2. Voilà, donc et je me demande comment ils font, comment ils vont faire. Peut-être que ce n'est pas nécessaire. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé de savoir que quand on vient me dire 2000, je me dis, attendez, c'est pas possible que ce soit 2000, vous comprenez? Parce que j'ai une idée de ce que devrait être le résultat. C'est la vraisemblance. On a été éduqués comme ça. Je ne sais pas comment les jeunes d'aujourd'hui vont réagir. On fait de plus en plus confiance finalement à... Voilà, c'est comme le garagiste qui branche son appareil sur votre voiture et qui vous dit que votre voiture va bien. Je vous dis qu'elle va pas bien. J'ai un problème, je suis venu vous voir, je ne suis pas venu vous dire bonjour. Oh, elle va pas bien. Il me dit, écoutez, là, seulement, on dit qu'elle va bien. Voilà, donc c'est un vrai souci qui n'en est peut-être pas un. Je ne vais pas faire réactionnaire et ringard. Peut-être qu'ils ont raison, mais voilà l'inquiétude que je pourrais moi avoir par rapport aux méthodes actuelles. Et alors, si vous aviez un message à passer justement à tous ces jeunes, j'allais dire, qui rentrent sur le marché du travail, qui soit en tant que salariés, soit en tant qu'entrepreneurs, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Beaucoup de choses. D'abord, que quand on va les recruter pour leur diplôme, et qu'au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va les percevoir et les recruter sans doute ailleurs pour leur parcours. Et que le diplôme après comptera beaucoup moins, et heureusement,
Mais au départ, c'est bien le diplôme, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils obtiennent leur diplôme dans les meilleures conditions, parce que c'est ça que va voir le recruteur. Ensuite, c'est à eux de voler leurs propres ailes. Ensuite, je ne suis pas favorable à la création d'entreprises immédiatement à la sortie de l'école. Ouais. Trop risqué. Non, je ne mettrai pas le risque en avant. D'expérience. Oui, il faut avoir eu une ou deux vies avant peut-être la vraie vie. Bon, moi j'ai la vraie vie parce que je l'ai fait. Il faut avoir eu quelques vies avant la vraie vie. Ensuite, et entre autres, se casser un peu la figure, c'est peut-être pas si mal. Faut pas avoir peur de l'échec. J'ai toujours pensé qu'on n'apprenait pas grand-chose quand ça marchait tout le temps. Quoi. Ah oui. Voilà. Ensuite, leur dire aussi qu'il ne faut pas qu'ils soient trop emportés par la qualité de leur diplôme. C'est bien de savoir qu'ils ont un diplôme, mais le diplômé doit faire ses preuves. On ne va pas en permanence voir afficher sur eux le diplôme, la mention, etc. D'accord ? Quand on a un diplôme d'enseignement supérieur, le bac, on s'en fout. Ils ont pu avoir un bac avec mention, etc. Alors, pardonnez-moi de parler un peu de diplômes peut-être particulièrement valorisés. Il y a aussi des diplômes qui le sont moins ou plus difficilement. Après tout le monde... c'est parce que c'est votre parcours à vous, donc c'est ce que moi, vous je suis connaissez mieux, ingénieur. finalement. Je considère qu'aujourd'hui, la France manque d'ingénieurs. Un ingénieur trouve en France, en tout cas, la connaissance que j'en ai au niveau des écoles que je suis... à tout casser 4, 5 mois, 6 mois, il a trouvé un job. C'est loin d'être le cas de tous les diplômes. Mais il ne faut pas raisonner uniquement, je dirais, formation d'ingénieur. Il y a bien d'autres formations. Les combats de ceux qui ont des diplômes qui ne sont pas très demandés parce qu'ils ont voulu faire quelque chose qui leur plaît, d'abord, et je ne peux pas leur en vouloir, ça sera un chemin beaucoup plus difficile pour eux. Quelqu'un qui veut être astronome, il ne va pas trouver un job comme ça. Je ne pense pas que l'Observatoire de Paris ait besoin de tant d'astronomes. Alors, moi, je leur dirais, et c'était l'époque d'ailleurs, lorsque je suis sorti d'école, la France manquait terriblement d'ingénieurs et avait un trop-plein à l'époque, les années 80, avait un trop-plein de chimistes. Je me souviens très bien, il y avait plein de chimistes, tout le monde s'engouffrait dans cette formation, et énormément de chimistes se sont reconvertis, se sont mis à écrire des lignes informatiques parce qu'on avait besoin d'informaticiens. Il ne faut pas qu'ils rechignent à faire quelque chose qu'ils n'ont pas du tout prévu de faire en sortant d'école ou de quelques, je dirais, diplômes. D'abord, la part, je dirais, métier elle-même peut être petite par rapport à ce qu'ils feront dans leur carrière. Et puis un dernier point qui est essentiel et qui est un vrai drame français, et les politiques ne nous ont absolument pas aidés pour ça, c'est qu'on sous-estime encore la maîtrise de l'anglais. On pense que l'anglais c'est une langue de tourisme. L'anglais c'est un instrument de travail. Sans l'anglais c'est très compliqué. Et s'ils ne savent pas parler l'anglais, c'est la moitié, je dis bien, de leur capacité qu'ils retirent. Et ça c'est dramatique dans la technique. Alors la plupart des ingénieurs baragouinent, en anglais, ils arrivent à lire les docs, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ils pourraient vraiment obtenir beaucoup de leurs homologues en Europe déjà, ailleurs ensuite, s'ils accédaient à toutes les publications en anglais, etc. C'est un vrai drame national. C'est un vrai drame national. C'est moins vrai dans les ingénieurs parce que tous les termes c'est de là que ça vient, donc effectivement c'est en anglais, mais il y a bien des domaines où malheureusement l'anglais est absent. Alors une dernière question, j'allais dire plus personnelle. Un PDG qui a aussi des actions à l'extérieur, qui s'implique dans plein de choses, vous disiez vous avez plein de vies, vous avez eu plein de vies, mais est-ce que vous avez aussi une vie à côté on s'interroge souvent quand on voit des PDG, des patrons de grosses entreprises, de se dire finalement, est-ce que c'est une vie ça ? Quelles sont vos valeurs dans la vie personnelle ? Je crois que j'ai une valeur que je mets au-dessus de tout, et c'est pourquoi non seulement j'ai co-créé, est-ce que j'aurais créé si on n'était pas venu me dire ça serait bien que, etc., je ne pourrais pas l'affirmer. Mais il y a une chose qui me permet vraiment de me dire que c'était la meilleure décision que j'avais pu prendre à ce moment-là et pour je dirais très longtemps, c'est que je suis un homme très libre. D'accord. Voilà, j'ai gagné la liberté.
la liberté de faire ce que je souhaite, la liberté d'aider. Vous aimez ce que vous faites en la plus. liberté de ne rien faire. C'est un choix. J'aime ce que je fais. La liberté vaut tout ça, Ouais, vraiment. Vraiment. Et la liberté, ça engendre bien d'autres, je dirais, valeurs. Plaisir et autres. Je suis engagé dans bien des domaines, y compris des domaines caritatifs, d'aide, d'appui, etc. Et voilà, c'est ma liberté qui me permet de faire tout ça. Personne ne me dit où je vais, me demande où je vais. Et c'est très important, et on ne fait plus marche arrière. D'accord, super. Je crois que c'est une belle conclusion à cette interview. Est-ce que vous aviez autre chose que vous souhaitiez peut-être rajouter, faire passer Oui, peut-être de rappeler que l'entreprise, c'est une aventure humaine. Quand on est propriétaire d'une entreprise, je pense que c'est clair pour tout le monde, en tout cas je me permets quand même de le dire, on n'est pas propriétaire de ce qui s'y trouve. Et donc il faut motiver les gens, c'est de plus en plus difficile de motiver les collaborateurs, mais il faut qu'il y ait, et c'est tout à fait quelque chose que j'ai institué dès le départ, il faut qu'il y ait un esprit d'entreprise. Ouais. Et quand un collaborateur nouveau vient, rentre dans l'entreprise, s'il ne s'y sent pas bien, c'est qu'il n'arrive pas à adhérer à l'esprit d'entreprise. C'est aussi simple que cela. Ouais. Pour moi, le critère, c'est pas sa capacité à faire. Il y a des personnalités différentes. Et ce qui est important pour moi, c'est pas la capacité à faire, parce que je donne toujours le temps de le faire. C'est le fait que, c'est un peu comme à l'école, on voit des progrès par rapport à l'intégration de la personne dans la collectivité humaine que constitue une entreprise. Et ça, c'est absolument fondamental. Les gens travaillent ensemble, ils s'apprécient. Si quelqu'un glisse ou trébuche ou tombe, il est relevé, ou ne peut pas, il s'entraide. Et ça, c'est un esprit qu'il ne faut pas changer, qu'il faut avoir très vite dans une entreprise. Quand on a démarré, nous étions 4, nous étions dans 70 mètres carrés, ici vous êtes dans 3500 mètres carrés. Il y a toujours eu cet esprit d'entreprise qui est absolument essentiel. Il y a la connaissance des produits, la connaissance des marchés, il y a, je dirais, les moyens financiers, c'est essentiel, mais il y a aussi l'esprit d'entreprise, avec qui, bien sûr, cette offre évolue avec le temps. Mais à la base, il y a cette charte, cette fameuse charte. Donc il faut, pour ceux qui veulent se lancer dans la vie, dans l'aventure, qui considèrent que c'est un bébé à qui on donne naissance, et que le bébé ne vous appartiendra plus une fois qu'il sera né. Il faut en être conscient. On va l'élever, on va l'aider, on va les faire grandir, mais il ne nous appartient plus. D'accord, parce qu'il va faire sa vie, il va se développer. Voilà, et c'est peut-être le message que je vais adresser. Super. Est-ce que vous avez envie que l'on mette le site internet de votre entreprise ou pas Vous pouvez faire un renvoi. C'est juste le site internet d'Athémation. Oui, il n'y a aucun souci. On a un site. Si les gens veulent voir un petit peu ce que vous faites. C'est du B2B. Je leur souhaite bon courage pour comprendre ce que nous faisons. Oui, mais c'est pas grave, ça peut interpeller des jeunes ingénieurs. Ce n'est pas un site commercial. Non. Voilà, pas du tout, puisqu'on ne vend pas du tout, ni par internet, ni même par téléphone. Non, mais ça peut inspirer des jeunes ingénieurs qui nous regardent peut-être. En tout cas, avec plaisir, à travers vous peut-être. Leur donner des conseils si c'est nécessaire. Complètement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Agech, de cette interview, et puis au plaisir de se recroiser à bientôt. sur d'autres. Avec plaisir. Merci. Merci.